Le désir de haïku, extrait du cours de Roland Barthes au Collège de France, séance du 13 janvier 1979. La musique nous enchante aujourd'hui, la grande musique classique, en tout cas précisément jusqu'à Beethoven, jusqu'au romantisme, c'était une musique qui finalement, la plupart du temps, pouvait être plus ou moins bien jouée par les amateurs qui, d'autre part, écoutaient cette musique des grands maîtres. Enfin, il y avait une circulation entre la consommation et la production. Il y avait, autrement dit, des amateurs. Il n'y avait pas de clivage défini entre l'amateur qui aime entendre et l'amateur qui aime jouer. Et pour la poésie, c'est la même chose. Alors, je dirais, tout le long du XIXe siècle, en tout cas au Parnasse ou au symbolisme, les sujets, les individus qui lisaient de la poésie classique, au fond, étaient parfaitement capables d'en faire. Ils en faisaient de la mauvaise, peut-être, mais ils en faisaient. Pas parce que la rhétorique, l'enseignement rhétorique, qui était l'enseignement de cette époque-là, eh bien, c'était un enseignement qui n'apprenait pas tellement à lire, mais qui apprenait à écrire. Ça a été le grand changement. Quand l'école laïque et universelle a substitué, et sans doute elle ne pouvait pas faire autrement, je n'en sais rien, c'est un problème d'éthique historique à examiner, cette école a substitué au mot d'ordre apprendre à écrire, le mot d'ordre apprendre à lire. Et effectivement, maintenant, semble-t-il, il y a de ce côté-là un problème, je dirais un petit drame idéologique, ou même en un sens écologique, de la France actuelle. Il semble que le désir de production des œuvres, certes, existe, mais soit tout à fait marginal. Pas que, en tout cas, le nombre des amateurs qui ont envie d'écrire des chansons ou des poésies existe incontestablement, mais est très réduit statistiquement par la masse énorme des consommateurs. Et je veux dire que, car ce n'est pas une question de bonne volonté individuelle, il n'y a pas en France actuellement de forme poétique, pour en rester à la poésie, suffisamment populaire pour accueillir le désir de production. Et ceci m'amène en contraste à parler des Japonais, possesseurs de cette forme, le haïku, qui sur ce point sont plus heureux que nous. En effet, il y a chez les Japonais un désir ardent de haïku, peut-être une sorte de pulsion irrésistible de haïku. On peut sans doute trouver aujourd'hui quelques jeunes Français, j'en connais bien sûr, qui ont le désir fou de faire de la poésie. Mais évidemment, cette poésie, il n'y a aucune structure éditoriale d'accueil pour lui donner des lecteurs. Enfin, ça c'est un autre problème. Donc, sur ce désir ardent du haïku chez les Japonais, je voudrais citer le témoignage d'un Japonais qui est Shiki, qui est l'auteur du premier haïku que je vous ai dit, qui est un haïkiste relativement moderne, qui est né en 1866 et qui est mort en 1902, c'est donc pas un grand classique du haïku, et il raconte ceci. Vers la fin de 1891, il était jeune, n'est-ce pas, il avait maintenant les 25 ans, j'avais loué une maison à Komagome où je vivais seul, passant mon temps à lire haïku et romans au lieu de mes livres scolaires. Enfin, je pense que c'est plutôt universitaire. 2 jours avant l'examen, je débarrassais mon bureau, remplaçant haïku et romans par mes livres de classe. Devant cette table, naguère chaos, maintenant net, j'éprouvais un sentiment de plaisir si violent que des haïkus se mirent à émerger en moi, faisant comme des bulles à la surface de ma conscience. J'ouvris un manuel.
Impossible de lire une ligne. Un haïku était déjà formé en moi. Comme j'avais écarté la moindre feuille de papier vierge pour me consacrer exclusivement à la préparation de mon examen, je notais ce haïku sur l'abat-jour. Et déjà, un autre se formait, puis un autre. En peu de temps, l'abat-jour entier fut couvert de haïku. Donc, au Japon, le haïku, comme fabrication populaire, en tout cas très socialement généralisée, c'est une sorte de, comme on l'a dit, de sport national. C'est un sport national qui est pratiqué dans tous les milieux. Et bien que ce soit donc une forme poétique marquée par une origine extrêmement classique, comme pourrait l'être chez nous l'alexandrin, par exemple, eh bien, malgré cela, le haïku, paraît-il, occupe aujourd'hui encore une place importante dans la vie quotidienne du Japon. Il y a 60 revues de haïku, souvent très lues. Il y a des colonnes de journaux qui accueillent les haïkus. Et chaque dimanche, dans l'un des plus grands journaux japonais, le journal Asahi, A-S-A-H-I, veut dire l'aube, eh bien, il y a une page sur le haïku. En tout cas, il y a une rubrique des réussites de haïkistes amateurs. Et ces haïkus d'amateurs sont présentés par 3 éminents poètes. Entre les mots de Roland Barthes sont plantés 6 jardins japonais par le compositeur Kaya Sariao. Avec un taureau à bord, un petit bateau traverse la rivière, à travers la pluie du soir. Alors, ce plaisir intense de faire des haïkus, ce désir ardent de haïku, peut-être est-il lié au Japon, c'est pourquoi à la lettre il est impensable ici chez nous, ou un équivalent même est impensable, à la contrainte métrique du genre, à savoir les 17 syllabes, 5 plus 7 plus 5. Ces 17 syllabes sont choisis parmi les 50 groupes de consonnes plus voyelles
permis par le phonétisme japonais. Donc, en principe, il y a une combinatoire générale de 50 éléments. Et mathématiquement, cette combinatoire est évidemment calculable. Mais, si les combinaisons de syllabes veulent avoir un sens, le nombre des possibilités tombe de beaucoup, et c'est un nombre réduit de possibilités. D'où l'existence de recueils comportant des milliers de haïkus, afin que le poète puisse vérifier que personne n'a encore composé le haïku qu'il compose. C'est un apologue très beau, je ne sais pas très bien comment le commenter encore, donc je ne le commente pas, mais je veux dire, le rapport de la performance et du code ici est assumé d'une façon qui me séduit énormément. Alors, vous le voyez, en somme, le haïku, ça pourrait être défini au Japon comme un jeu de société dont nous serions bien incapables. Imaginons nos soirées où nous nous mettrions à faire des compétitions de poèmes. C'est peu imaginable, à vrai dire. Donc, c'est un jeu de société, mais dont l'enjeu, c'est ça qu'il y a de beau, dont l'enjeu n'est pas la performance maths, comme par exemple chez nous, pour les mots croisés ou pour des jeux comme le Scrabble, mais l'enjeu, c'est j'appellerais une vibration du monde, que nous pouvons appeler le poétique. Et c'est pour cela que dans le haïku, maintenant, il y a la présence d'un code ancestral très ancien, et ce code ancestral peut ingérer des matériaux modernes. Et je vous vais donner le troisième haïku, est un exemple de cette intrusion d'un matériau moderne dans la forme haïku. C'est un haïku de Meijetsu qui dit « Les citadins, rameaux d'érable dans les mains, frein du retour ». Voilà le frein, objet absolument technique, qui arrive dans le haïku. Donc, c'est la bonne formule, et on peut envier le Japon, ou les Japonais, qui peuvent faire des haïkus à la fois modernes et vivants, plutôt anciens et vivants, modernes et réguliers. Un jour de brume, la grande pièce est déserte et calme. Alors, pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, nous, faire, je ne dis pas des haïkus, mais des poèmes qui auraient la même fonction transsociale et transhistorique que le haïku chez les Japonais? Eh bien, peut-être, je ne sais pas, à cause de l'absence d'une forme métrique, car les grands maîtres, ME et RES, les grands maîtres français, sont usés, vous le savez, et sont dévalorisés par l'usage scolaire. Il y a eu un rôle négatif de l'école, du scolaire, plutôt, enfin, il y a eu un rôle positif énorme depuis 100 ans, depuis que l'école primaire gratuite et obligatoire existe, mais il y a eu aussi un rôle négatif dans le fait que la récitation et la dictée ont tué
certaines formes poétiques. Vous savez très bien qu'il y a une sorte de ridicule, même si ce ridicule est immérité, de l'Alexandrin, par exemple, qui, par sa structure, est lourd, narratif, et qui maintenant n'est au fond plus qu'un objet de parodie. Et la poésie française s'est donc trouvée par la même acculée à s'alléger et à se maintenir vivante par l'abandon du maître, de la maîtrise ou du code. Deuxièmement, même si nous avions un maître encore vivant, nous ne pourrions accéder à un équivalent du haïku sans difficulté. Pourquoi? Je dirais probablement parce que les mots référents, les référents, le taureau, la chambre, etc., sont usés. Ce sont des mots qui sont devenus très littéraires, anciens et non poétiques. Il semble qu'au Japon, il y ait un rapport encore vivant, je dirais, avec le matériel poétique classique, avec les épis, avec les moineaux, avec les fleurs, avec les feuillages. Vous pouvez imaginer le glissement qui se produirait chez nous si nous transposions un haïku qui n'est pas dans le recueil, mais que je vais vous lire, qui dit, ce haïku donc, japonais tout à fait, dit, dans le saké dérobé, n'est-ce pas, le saké c'est l'alcool de riz national du Japon, dans le saké dérobé, en secret, il a trempé une rose. Très beau haïku. Bon, imaginez en France ce que ça donnerait. Dans le Pernod dérobé, en secret, il a trempé une rose. Vous direz, on pourrait tout de même mettre le vin et pas le Pernod, n'est-ce pas? Et le vin, ça a tout de même ça a eu en France une dignité poétique. Mais cette dignité poétique est en fait perdue depuis longtemps, probablement depuis la Renaissance, depuis la poésie de l'école de la Pléiade, car le vin n'est plus senti chez nous, je crois pouvoir le dire, comme poétique, comme bucolique, comme hédoniste, mais comme énergétique et gaulois. Et de toute manière, il serait, je crois, très intéressant, je le dis à ceux qui cherchent ces sujets de recherche, d'examiner, d'analyser, de voir quels sont les objets mythiques dans lesquels les Français aujourd'hui investissent. Ça serait difficile à trouver, mais il y a une mythologie, il y a une mythologie permanente des Français à faire, mais il y a de plus peut-être une mythologie poétique. Et de voir quels sont les objets, donc, poétiquement dans lesquels les Français peuvent aujourd'hui investir sans se référer à des mots très usés et très anciens de l'ancienne sensibilité poétique. Eh bien, et pourtant, je dirais que chez certains d'entre nous qui aiment le haïku, il subsiste une envie de haïku, un fantasme langagier de haïku, même sans métrique. Rien qu'en tronçonnant la notation, en 3, nous jouons au haïku. Nous essayons de faire des haïkus, je parle pour certains. Et naturellement, le problème, c'est que ça ne prend pas. Ce n'est pas vraiment des haïkus, même traduits. Probablement qu'il manque le maître, le code, même si c'est pour le lâcher selon une licence poétique. Il faudrait donc, je dirais brutalement, qu'un poète, avec un grand P, nous refasse un vers nouveau, que l'école, que le scolaire n'aurait pas encore exprimé, et qu'on pourrait parodier La Fontaine, dire les Français demandent un poète. Ils demandent un poète, non pas quoi. Libre dans son extension, sa multitude. Il n'y a qu'une seule contrainte interne dont je vais parler. La seule contrainte interne, autre que la métrique, c'est la référence à la saison, la présence d'un mot qui indique la saison.
les citadins. Rameaux d'érable dans les mains. Train du retour. Extrait du cours de Roland Barthes au Collège de France, Le désir de haïku, séance du 13 janvier 1979. Mais, de toute manière, ça n'est pas un genre qui est défini topiquement par un type de sujet, contrairement à toute la poésie gréco-latine. La ténuité, la futilité fait que les haïkus se dérobent à toute classification. Il y a une classification traditionnelle, et précisément par saison. Vous trouverez par exemple le livre de Bliss, les 4 volumes correspondent en gros, je crois, aux 4 saisons. Les haïkus sont groupés par saison. Et l'un des traducteurs tout récents, et d'ailleurs un très bon japonisant, Koyo, rejette cette classification. Je crois qu'il a tort, car aucune autre ne peut lui être substituée. Le haïku, c'est l'inclassable radicalement, c'est-à-dire le livre qui peut être ouvert au hasard dans tous les sens, sans qu'une parcelle de sens soit perdue. C'est un monde, je dirais, où le syntagme, ou en tout cas où le grand syntagme, est lié. Il n'y a aucune liaison possible entre deux haïkus. Donc, par là même, il y a émergence de l'immédiat absolu. Le haïku, c'est le désir immédiat, sans médiation. Et donc, la fonction légale de la classification, car la classification est toujours une loi, c'est toujours la loi, cette fonction est perturbée. Et il faudrait rappeler combien cette perturbation de la classification, c'est-à-dire ce désir de ne pas classer les objets, combien ce désir est moderne et combien il répond à un souci actuel qui reste d'ailleurs dans bien des cas un souci d'avant-garde. Il y a bien sûr le désir des fragments, la hantise d'écrire par fragments, ce qui veut dire que je ne veux pas classer ce que j'écris, mais aussi tous les arts de l'aléatoire. Le musicien américain John Cage, par exemple, on sait qu'il a un grand intérêt pour les champignons. Et alors, on raconte que son intérêt pour les champignons
proviendrait du fait que dans le dictionnaire américain, music et mushroom sont proches l'un de l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que music et mushroom, musique et champignons, sont présents l'un à l'autre et pourtant ils ne sont pas reliés. C'est donc un mode de coprésence qui est encore très difficile à penser, en tout cas à valoriser. C'est un mode de coprésence qui est très difficile à concevoir comme une valeur poétique. Penser une coprésence sans qu'elle soit métonymique, antithétique ou causale. Au fond, c'est faire échec à la métonymie. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est une prouesse de l'esprit. Une consécution sans logique, voilà ce qu'on pourrait dire, une suite, une consécution sans logique, et pourtant, sans que cette consécution signifie la destruction de la logique. Autrement dit, une consécution neutre. Telle serait la surface d'un recueil de haïku. La troisième attestation, qui renvoie à la liberté de désir de faire du haïku, je la prendrai dans un exemple personnel. Un ami m'a fait cadeau, il n'y a pas très longtemps, d'un cahier manuscrit qu'il avait écrit de sa main de haïku, qui avait été rassemblé et écrit par lui. Eh bien, certains de ces haïkus, je les ai reconnus, parce que je les avais déjà lus dans des recueils publiés. Mais pour d'autres, précisément, je ne savais pas s'ils étaient d'auteurs inconnus de moi, ou s'ils étaient de cet ami. Et cela m'a beaucoup impressionné. Ça m'a d'abord angoissé, bien sûr. Chaque fois qu'on est en face d'une absence, d'une impossibilité d'assigner une propriété, d'assigner un nom, nous avons un tel conditionnement à l'assignation que si cette assignation ne se produit pas, nous sommes tout de suite troublés. C'est le thème précisément de l'anonyme. L'anonyme nous trouble toujours, même lorsqu'il est bienveillant et que je l'appelle l'inconnu. Alors, j'ai compris à ce moment-là que le haïku, en quelque sorte, était prédisposé à faire trembler la propriété. Le miracle du haïku, c'est que chaque haïku est le sujet lui-même, c'est une quintessence de subjectivité, mais ça n'est pas l'auteur. Le haïku ne donne pas la sensation de l'auteur, il donne la sensation du sujet. Et on peut dire que le haïku appartient à tout le monde, en tant que tout le monde peut avoir l'air d'en faire, et qu'il est plausible que tout le monde en fasse. Ainsi, il était démontré que le haïku est du désir. Cela m'était démontré dans la mesure où j'ai compris, par ce recueil offert, que le haïku circule, que la propriété, qu'on appelait pour la littérature en latin l'auctoritas, auctoritas, où est venu le mot auteur, précisément, l'auctoritas, la responsabilité, eh bien, l'auctoritas, la propriété, passe, circule, tourne, comme au furet, et comme fait le désir. Voilà pour le désir de haïku. Couché, je vois passer des nuages. Chambre d'été.
J'aborde maintenant un autre chapitre dont je vous donne tout de suite le thème général, qui est le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait. Alors, je l'ai déjà indiqué, dans les haïkus, surtout les plus anciens, il y a toujours, en tout cas à ce moment-là, une allusion à la saison. Printemps, été, automne, hiver. Cette allusion se fait la plupart du temps par l'intermédiaire d'un mot qui dénote la saison, le mot été, le mot printemps par exemple, et ce mot s'appelle le kigo, K-I-G-O. Le kigo, c'est donc on pourrait appeler le mot saison, mot tiré, trait d'union, saison. Alors, ce kigo, ce mot saison, peut être ou bien le dénotant lui-même, par exemple la chaleur d'été, le vent d'automne. Vous avez vu, je crois, par exemple, dans le premier haïku que j'ai cité, il y a la pluie du soir. Non, ça c'est pas une saison. Mais vous trouverez très souvent des mots saison dans mon recueil. Mais parfois aussi, c'est peut-être une métonymie très claire et très codée, quand par exemple la fleur de prunier renvoie bien sûr au printemps. Et le kigo, c'est donc comme une note de base, c'est comme la tonique du haïku. Autrement dit, dans le haïku, il y a toujours quelque chose qui vous dit où vous en êtes de l'année, du ciel, du froid, de la lumière. 17 syllabes, mais vous n'êtes jamais séparés du cosmos sous sa forme immédiate, à savoir ce que les Grecs appelaient oikos, l'atmosphère, le point de la course de la Terre autour du Soleil. Toujours dans un haïku, vous sentez la saison, ou parfois seulement le moment du jour, n'est-ce pas? Mais vous êtes à la fois, vous sentez la saison ou le moment comme une effluve et comme un signe. J'ai essayé de donner des exemples. Exemple 4. Couché, je vois passer des nuages, tendres d'été. Alors, je voudrais un petit peu, comme ça, rêver un peu autour de ce haïku et dire que la prégnance de la saison, couché, je vois passer des nuages, tendres d'été. La prégnance de la saison, savoir l'été, se développe, me semble-t-il, ainsi. Premièrement, ce qu'on appelle le dénotant, c'est-à-dire le mot été lui-même, est en soi un mot très fort pour moi. Je dirais que, pour moi, dire le mot été, c'est déjà voir l'été. C'est être dans l'été. C'est peut-être là un problème de linguistique subtil. Il y aurait un différentiel de prégnance référentiel selon les mots. Par exemple, la nourriture dans les romans. Quand des référents alimentaires passent dans un roman, il peut y avoir une prégnance très forte du référent à ce moment-là. Si on a très soif, voir passer dans la phrase le mot champagne a un effet très fort. Je me rappelle toujours avoir été frappé par cette espèce d'évidence référentielle par un épisode d'un roman qui ne certes pas de la grande littérature, qui était Goldfinger, et où il y a au début un repas avec des crabes et du champagne rosé. Et la prégnance de ce petit menu m'est restée très vivement dans ma sensibilité. Et j'ai essayé plusieurs fois de refaire le menu des crabes et du champagne rosé, mais ça ne marchait jamais bien. La salle à manger du restaurant était froide, tout ceci, cela. Enfin, on quittait le fantasme pour la réalité. Donc, première considération. Seconde, c'est que l'été qui est capturé dans la chambre est évidemment plus intense.
car il est capturé, si je puis dire, comme absent. Il est capturé dehors. C'est dans l'intérieur, là d'où il est repoussé, que l'été est le plus fort. Il triomphe dehors et son intensité est une intensité de l'indirect. Comme quoi l'indirect est la voie même de communication, de manifestation de l'essence. Il y a aussi une sorte de nouvel indirect qui est celui d'une action oisive, voir passer des nuages, voir passer des nuages. C'est-à-dire qu'on focalise, je dirais, hypocritement sur l'action, voir laisser passer des nuages, pour laisser fuser la sensation de saison. De même, les nuages renforcent l'été parce qu'ils sont allégués sous la forme légère de ce qu'ils passent. Donc, en tout ceci, dans ces 17 syllabes, il n'y a évidemment aucune description de l'été. C'est ce que j'appellerais, j'invente le mot, et c'est un mot latin, c'est un pur surrectum, S-U de R-E-C-T-U-M, c'est-à-dire ce qui est suscité. On pourrait appeler ainsi la catégorie linguistique ou poétique de ce qui est suscité. Le mot, en tant qu'il suscite, il provoque, il fait exister, il fait se lever, il fait surgir, surgérer. Et on pourrait même dire qu'à ce moment-là, le mot a un pouvoir actif, il est celui qui lève, surrector. Et la ténuité du haïku ne doit pas faire illusion, je dirais que sous forme d'une enclosure, d'une clôture stricte, c'est le départ d'une parole infinie qui peut déplier l'été en nous par la voie d'un indirect qui, structurellement, n'a aucune raison d'en finir, comme la phrase. Vous savez que du temps où la linguistique était à la mode, si j'ose dire, un linguiste, je ne sais pas si c'est Chomsky ou enfin dans cette région de la linguistique, c'est un mot que je citais souvent, avait dit que chaque sujet ne tenait jamais qu'une seule phrase, puisque le principe de la linguistique chomskienne, c'est qu'on peut faire des phrases à l'infini, que là c'est une structure qui se démultiplie à l'infini, c'est un arbre sans fin, on peut toujours ajouter des incises, des subordonnées, des épithètes, et rien, absolument rien ne vous oblige à finir une phrase. Rien structurellement ne vous oblige à finir une phrase, et ce linguiste avait dit que finalement chacun de nous ne disait jamais dans sa vie qu'une seule phrase, que seule la mort venait interrompre. C'est très beau, car en fait, si nous interrompons nos phrases, c'est pour des raisons, je dirais, non structurales. C'est ou bien parce que c'est l'habitude, ou bien parce qu'on se fatigue, ou bien parce qu'on pense qu'on va fatiguer l'autre. Enfin, ce sont des raisons qui ne sont pas des raisons structurales. La phrase n'a aucune raison de finir. Eh bien, de même, on pourrait dire que le développement implicite du haïku est infini. Et on pourrait concevoir tout un roman ou tout un film, puisque maintenant c'est au fond le film qui a pris souvent le relais du roman, donc tout un roman qui serait continuellement l'indirect de l'été. Et je dirais que déjà notre haïku dit en 17 syllabes à peu près la même chose que Proust, disant en une ou deux pages serrées l'été à partir de la chambre d'hôtel de Balbec. Donc le haïku est bref, mais il n'est pas fini, il n'est pas fermé.
vent d'hiver souffle, les yeux des chats clignotent. Le deuxième haïku que je voulais citer, c'est le numéro 5. Le vent d'hiver souffle, les yeux des chats ignorent. Alors je trouve ce haïku merveilleux parce que il me donne, je veux dire qu'il est incroyable, parce qu'on aime bien la littérature évidemment, mais ce haïku me fait sentir personnellement l'hiver. C'est une sensation absolue, immédiate, évidente, irrécusable d'hiver. Et tout le long discours de la télévision actuelle sur l'hiver actuel m'a produit beaucoup moins la sensation d'hiver que ces trois petits hivers. Et on pourrait dire à la limite, ça essaye, le haïku, essaye de faire avec ce peu de langage, trois petits vers, ce que le langage ne peut pas faire, en principe, et qui est de susciter la chose même. Donc le haïku, ce serait le langage en tant que limite extrême de sa puissance et de son efficacité. C'est là où le langage, à la fois, sait qu'il ne peut pas faire exister la chose, mais y arrive presque. C'est la limite. C'est vraiment le discours, au sens sémiologique du terme, le discours en tant qu'il compose, qu'il compense la langue et qu'il la rémunère. Vous connaissez ce thème Mallarmé. Donc, bien que Koyo ait renoncé à classer les haïkus par saison, je dirais que la saison est fondamentale. Et elle va se présenter à nous, dans la suite des haïkus, sous une espèce plus floue et plus précise, je veux dire plus large et plus fine, qui est ce que j'appelle, avec vous tous bien sûr, et avec beaucoup d'autres Français, le temps qu'il fait, ou le temps qu'il faisait. Personnellement, je suis d'une sensibilité extrême à cette notion, et je voudrais rappeler que Proust aussi, dans son œuvre, a fait montre d'une attention extraordinairement vigilante et aiguë à tous les problèmes du temps qu'il fait. Au point que il y a eu un article savant d'un M. Dufour sur Proust et la météorologie, où, naturellement, on rappelle l'intérêt du père, à la fois du père de Marcel
et du père du narrateur pour le temps qu'il faisait, la consultation du baromètre, on va vous rappeler quelques épisodes, et ce monsieur Dufour a relevé dans la recherche du temps perdu 80 passages où Proust montre son goût pour la météorologie. Donc, le temps qu'il fait, ça peut être vécu comme une sorte d'essence de la vie, une sorte d'essence de la mémoire. Et cet investissement individuel dans la saison, dans le temps qu'il fait, je dirais qu'on peut lui donner une sorte d'ampleur anthropologique. Parce qu'il est évident que si nous, à travers toutes les déformations que les médias, tout le discours assez gluant que les médias imposent au temps qu'il fait, forme de la prestation hebdomadaire de Monsieur Météo à la télévision, tout ce blablabla sur le temps qu'il fait, eh bien en réalité, d'abord il faut comprendre que pour certains, ça conditionne des plaisirs de vacances, pas de week-end, mais aussi nous pouvons le replacer donc dans une tradition en quelque sorte anthropologique, car il continue l'intérêt des civilisations rurales pour la saison. Et pour le temps, en anglais, weather. C'est-à-dire que les hommes ont d'abord saisi la saison parce que leur survie en dépendait, et non pas, bien sûr, le temps duré, time. Heureusement, l'anglais peut opposer weather à time. C'est-à-dire que, en sentant le temps saison, weather, ils ont senti, je dirais, la différence et le retour. C'est ça, l'enjeu. Et que c'est un autre temps, c'est un temps de la différence et un temps du retour. Première vue, c'est donc très Nietzsche. Et ça fait penser aussi au ma japonais, cette philosophie de l'intervalle. Alors, vous savez très bien qu'actuellement, il y a une érosion mythique des saisons, et que le thème il n'y a plus de saison est lui-même un mythe actuel. Bon, cette année, le miracle, c'est qu'il y avait une saison. Les autres années, on dit toujours il n'y a plus de saison. C'est d'ailleurs l'un de ces délicieux stéréotypes que Ionesco a placé dans sa pièce La Leçon. Il n'y a plus de saison. Et l'abolition des saisons, qui est en fait tend à être remplacée par le paradigme vacances-non-vacances, le vrai paradigme qui se substitue au paradigme des saisons, l'abolition des saisons est, enfin, personnellement je le pense, une forme de la pollution. Il y a une pollution du temps comme il y a une pollution de l'espace. Or, eh bien, à ce moment-là, la littérature passée devient évidemment le témoin et le monument des saisons que nous ne connaissons plus ou que nous connaissons de moins en moins. Je pense par exemple au journal d'Amiel. Amiel, dans son journal, à tout instant, je dirais presque chaque jour, il note le temps qu'il faisait ce jour-là. Eh bien, ça, c'est une forme de sensibilité qui est de plus en plus dépassée. Mais quand nous lisons dans la littérature passée, je parle de moi en tout cas, cela nous parle. La saison nous parle, peut-être à titre nostalgie. Personnellement, j'ai vécu les saisons. Par exemple, dans mon enfance, à Bayonne, c'est un problème existentiel très difficile, enfin, c'est la mémoire météorologique. La mémoire du temps qu'il faisait, dont il semble bien qu'elle soit toujours très vive. Et il y a à la fois une impossibilité à sentir vraiment la saison dans laquelle on est, mais un très grand pouvoir de rappeler les saisons passées. Donc j'ai connu à Bayonne des saisons extrêmement français, j'ai des souvenirs d'été radieux, et je dirais que j'ai même connu à Paris, dans mon enfance, des saisons extrêmement tranchées.
Je me rappelle très bien, j'ai fait pendant plusieurs années le trajet, j'ai fait à pied, le trajet qui allait de la rue Jacques Callot, à la rue Mazarine, la rue de Seine, au lycée Montaigne, quand j'étais élève. Et donc, je traversais, pour finir, je traversais le Luxembourg. Mais avant d'arriver au Luxembourg, je traversais la place Saint-Sulpice, près de laquelle j'habite maintenant. Eh bien, j'ai des souvenirs absolument précis d'un vent absolument glacial. Traverser cette place, j'ai des souvenirs d'hiver à moins 10 ou moins 15 degrés. Donc, maintenant, je dirais que je n'ai plus froid par rapport à ce passé. Et même cette année, je n'ai plus froid. Quelque chose a disparu. Et quand je suis à Bayonne, je ne retrouve plus non plus la saison, ou très peu. Donc, c'est un thème évidemment que j'ai l'air d'exposer naïvement, mais dont je sais bien que c'est un thème mythique. Autrefois, le mythe, c'est que autrefois, les saisons étaient franches. Autrefois, régnait la différence. Et aujourd'hui, le monde est équivoque, au sens où Verlaine dit un soir équivoque. Le monde est équivoque, le cosmos est équivoque. Eh bien, le haïku, je terminerai là-dessus aujourd'hui, suscite des saisons franches. Et par là même, le haïku peut dire la saison, beaucoup plus sûrement que nous, qui nous étonnons aujourd'hui d'une façon bouffonne, parce qu'il fait froid en hiver. À samedi prochain, la suite du temps qu'il fait.